Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Le cours de philosophie et citoyenneté est enfin sur les rails. Il sera mis en place dès la rentrée 2016 dans l'enseignement primaire officiel. Favoriser le vivre ensemble, mais aussi offrir aux élèves un espace commun de discussion et de découverte, ce sont les objectifs de ce cours. Un cours qui va rassembler les élèves au lieu de les diviser tels qu'ils le sont aujourd'hui en religion ou en morale. En quoi va consister ce cours? Pourquoi est-il indispensable et comment va-t-il s'organiser concrètement? Nous allons en parler aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour. Alors tout d'abord, Véronique Dethière, vous êtes chargée de mission à la FAPEO, de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Et donc à vos côtés, Marc-Antoine Gavret, vous êtes philosophe, professeur à l'ULG et vous êtes aussi président de Philocité, une ASBL qui organise notamment des ateliers philo pour les enfants, pour les jeunes. On aura l'occasion d'en parler. Et puis, comme c'est l'habitude maintenant, nous accueillons aussi Philippe de Cressac, notre caricaturiste qui va s'amuser à croquer le sujet qui nous occupe pendant toute l'émission. Alors, Véronique Dethière, vous êtes, je le disais, vous travaillez à la FAPEO, mais vous êtes en tant que parent aussi un peu à l'origine de ce cours. En tout cas, le cours a été mis en place un peu plus rapidement que prévu, on va dire, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de l'an passé, donc de mars 2015, un arrêt qui donne suite finalement à un recours que vous aviez introduit, vous, en tant que parent. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous aviez introduit ce recours ? Alors, pour les raisons sont simples. On a 4 enfants et suite à des discussions familiales nombreuses, depuis que nos enfants sont petits, à chaque fois, à chaque rentrée en première primaire, on se retrouvait devant ce formulaire où il fallait s'identifier et faire un choix. Et ça nous paraissait extrêmement violent, comme ça, tout d'un coup, il fallait mettre les enfants dans des cases, en plus en donnant nos coordonnées privées, ce qui nous semblait hallucinant. Et en plus, je veux dire de manière personnelle, au niveau familial, nous trouvions qu'on milite pour un cours où tous les enfants sont ensemble et abordent des questions essentielles de citoyenneté, de vivre ensemble, mais pas séparés sur base de leurs convictions. Alors donc l'arrêt effectivement de la Cour constitutionnelle dit qu'en fait ce cours devient facultatif. En tout cas, on n'était plus obligé, vous n'étiez plus vous en tant que parent obligé de dire si vous vouliez inscrire vos enfants en morale, en religion, vous pouviez être dispensé de ce cours. C'est voilà. Ça que... Tout à fait. En fait, ce que l'arrêt de la Cour dit, c'est on doit pouvoir autoriser les parents à demander une dispense. Parce qu'effectivement, la Constitution, ce qu'elle prévoit, c'est que les écoles doivent organiser un cours, mais en aucun cas que les parents doivent choisir un cours. Donc, effectivement, donc depuis cette rentrée, on va dire 2015, donc les parents avaient l'occasion de demander la dispense. Ceux qui avaient demandé la dispense ont eu ce qu'on a appelé le cours de rien dans les médias, donc qui était l'EPA, donc l'encadrement pédagogique alternatif. Et à partir de la rentrée 2016, on a donc ce fameux cours de philosophie et citoyenneté qui va être mis en place, en tout cas dans le primaire. Il faudra attendre un an de plus pour le secondaire. Ce cours, pourquoi est-ce que, pour vous, Marc-Antoine Gavret, donc qui est philosophe, pourquoi est-ce que ce cours vous semble indispensable ? Je crois que pour vous répondre, je vais partir d'un constat ou d'une comparaison avec ce qui se passe dans les pays voisins, dans nos voisins européens. La philosophie est enseignée à tout le monde et ça ne pose aucun problème. Dans notre pays, on n'a pas cette tradition et quand on parle de philosophie, au mieux on a peur, au pire on brandit les boucliers, on a un peu peur de cette discipline parce qu'elle est inconnue, on ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, la philosophie a sans doute quelque chose à apporter et devrait faire partie de la formation de base pour rencontrer les missions de l'école, les missions d'enseignement. La philosophie, c'est en effet une discipline avec ses exigences, ses propriétés, ses objets, sa tradition, et une discipline dont l'intention est peut-être de développer l'esprit critique chez les personnes qui s'y livrent. Or, si on compare ce qui se fait dans les autres cours, tout aussi indispensable qu'il soit, aucun ne développe cet esprit critique qu'on attend pourtant de nos jeunes qui deviendront les citoyens de demain. Donc l'enseignement de la philosophie, à ce titre-là, me paraît indispensable pour former
ceux qui, demain, nous dirigeront à tous égards. Oui, donc effectivement, ce cours, il était urgent de le mettre en place. Alors, il y a l'aspect philosophie, il y a l'aspect citoyenneté, puisqu'on dit bien ce cours s'appellera cours de philosophie et citoyenneté. Pour vous, l'aspect citoyenneté, c'est important aussi, Véronique de Thiers, qu'il y ait les deux aspects, ou c'est tout simplement, en tout cas, un cours qui aborde ces thématiques qui étaient importantes? Je pense qu'effectivement, il faut aborder l'ensemble, donc, et la philosophie et effectivement l'éducation à devenir un citoyen critique et responsable. Je pense que le côté critique, l'argumentation viendra certainement de l'aspect plus philosophique, mais il y a des choses essentielles en tant que citoyen qu'on doit connaître, des aspects de droit, des aspects de la vie politique, peut-être économique. Je veux dire, il y a des choses, les ados maintenant, à 18 ans, sortent de l'école et ils vont aller voter. Ils ne sont pas formés à ça. Je veux dire, ils n'ont aucun regard, ils n'ont aucune éducation à tout ce système. Donc je pense que oui, ce sont des choses essentielles. Alors on va revenir sur le contenu, on va revenir aussi sur l'organisation, mais je vous propose avant ça de regarder une petite séquence qu'on a réalisée, une petite séquence explicative, donc réalisée par Pierre Schoenbrod, qui nous explique à quoi on doit s'attendre pour la rentrée prochaine. Le cours de philosophie et citoyenneté verra le jour à la rentrée de septembre 2016 dans l'enseignement primaire officiel. En secondaire, par contre, il faudra attendre un an de plus, septembre 2017, et les conditions de sa mise en place ne sont pas encore connues. Focalisons-nous sur le primaire. Il y aura donc 1 heure de cours de philosophie et citoyenneté pour tous les élèves, plus 1 heure au choix. Les options pour cette 2e heure, garder 1 heure de morale, ou 1 heure de religion, ou encore opter pour une 2e heure d'approfondissement du cours de philosophie et citoyenneté. Mais qui pourra enseigner ce cours? 2 conditions indispensables pour les profs: être diplômé de l'enseignement supérieur, minimum bachelier, et être formé à la neutralité. Une formation qui fait déjà partie du cursus des professeurs de morale. Mais cette formation à la neutralité, les professeurs de religion intéressés pourront également la suivre en 20 heures d'ici à la rentrée. Les professeurs pourront donc donner à la fois le cours de religion ou morale et celui de philosophie et citoyenneté, mais pas dans la même école. Un régime transitoire, car dès 2020, il faudra en plus avoir suivi la formation didactique en philosophie et citoyenneté qui sera bientôt lancée dans les écoles supérieures. Attention, on parle bien ici de l'enseignement officiel, car dans le réseau libre confessionnel, pas de cours de philosophie et citoyenneté. Les 2 heures de religion sont maintenues. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté devra malgré tout être enseignée, mais sera distillée dans une série d'autres cours, religion, histoire, français, etc. Alors on le voit ici, donc on a une présentation, on va dire, générale de ce cours. C'est clair que tout doit encore être fixé dans un décret, mais en tout cas c'est ce qui a été annoncé, les mesures qui ont été présentées, c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement la semaine passée. Alors on reviendra sur les problèmes que pose le 1 heure plus 1 heure. On va se focaliser ici sur le contenu. Donc le contenu, pour le primaire, il y a un socle de compétences, un référentiel qui a été défini par un groupe de travail. C'est presque bouclé. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce référentiel, Marc-Antoine Gavret? Quel est votre regard de philosophe sur le contenu, sur ce qui va être enseigné à ces enfants dans le primaire? Je pense qu'on a là un bon point de départ, à bien des égards. Il y a des objets, il y a des compétences qui sont avancées là-bas, qui sont des compétences proprement philosophiques. Cette capacité à prendre du recul, cette capacité non seulement à débattre, parce que ça, tout le monde peut le faire, mais à analyser son point de vue, à se décentrer, à se demander pourquoi je soutiens cette opinion plutôt qu'une autre, pourquoi mon voisin n'est pas d'accord et pourquoi il est autorisé à le faire, d'une part, mais aussi pourquoi sa pensée est valable et pourquoi je pourrais la contester. Voilà, ça ce sont des premières compétences qu'on peut retrouver, des compétences aussi de se connaître soi-même, qui sont à la fois philo et puis un peu moins, parce qu'on tourne vers des dimensions de citoyenneté. Donc il y a, me semble-t-il, un bon point de départ. Maintenant, il va falloir voir comment ça se concrétise dans les textes de loi. Alors certains disent peut-être que le risque c'est d'avoir un cours un peu fourre-tout, où on met tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est une crainte que vous avez aussi C'est une crainte qu'on peut avoir, et en même temps, je trouve que il y a assez dans ce référentiel de compétences pour se dire qu'on va avoir un cours qui sera un cours philosophique.
je vais dire, pas un cours de philo comme on en fait dans les écoles supérieures à l'université, où on lit des textes, où on travaille quelque chose de très technique. La philosophie, c'est une discipline avec ses exigences, hein, ces textes souvent ardus. Mais en tout cas, travailler des capacités à prendre de la distance, à se mettre à l'écart de sa propre pensée, se regarder penser, prendre le temps d'analyser un problème, problématiser, conceptualiser, généraliser, exemplifier. Tout ça sont des mots qu'on retrouve dans ce référentiel. Et ça, c'est déjà du travail de philosophie. C'est déjà développer sa capacité à analyser une situation, à analyser un événement, à analyser un discours. Et comment concrètement on peut le faire avec des enfants? Donc, c'est vrai que je le disais en introduction, vous êtes aussi président de Philocité qui organise notamment des ateliers philo avec des jeunes. Et donc concrètement, voilà, comment ça peut se présenter? Comment on peut apprendre ça à des jeunes enfants? L'idée de faire de la philosophie avec des enfants ne va pas de soi. Si vous regardez la tradition philosophique, la plupart du temps, on laisse les jeunes jusqu'à 20 voire 30 ans parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit formé. Cependant, des auteurs, dans les années 70, en particulier Matthew Lipman, qui était professeur à l'Université de Columbia, s'est rendu compte que pour pouvoir développer ces compétences philosophiques auxquelles je faisais allusion, il fallait partir dès l'enfance. Il ne faut pas attendre d'être arrivé à l'université pour développer ces outils logiques, ces capacités de réflexion. Et il a mis ainsi en place un ensemble de dispositifs qui permettent de creuser ses compétences. Et puis dans la foulée, d'autres sont venus, s'inspirant de lui, prenant position contre lui. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il y a des dispositifs qui sont des dispositifs qu'on appelle des communautés de recherche philosophique. Donc voilà, on est assis en cercle par exemple, et on part d'un point de départ. Point de départ qui peut être une question, qui peut être un texte, qui peut être un film. Tout support, à la limite, peut servir de point de départ. Ce qui est important avec ce support, et ça, n'importe quel enfant peut le faire, n'importe quel adolescent, simplement les étapes iront peut-être un peu plus vite avec l'âge. Ce qui importe, c'est la capacité à développer des questions. Le point de départ de toute démarche philosophique, c'est voilà, comment est-ce qu'on va faire poser des questions. Donc, on va commencer à demander, mais quelles sont les questions que vous posez en entendant cette question, en lisant ce texte, en voyant cette peinture, en écoutant cette chanson. Et puis on trie les questions, on essaie de voir quelles sont les questions philo, les questions qui ne le sont pas. Et puis, une fois qu'on a choisi la question qui nous plaît, parce que c'est important, il faut que ça plaise, sinon on est dans l'exercice intellectuel un peu creux qui n'intéressera pas les enfants, on analyse, on essaie de répondre ensemble à cette question. Et puis, on analyse les différentes réponses, on voit comment elles s'organisent les unes par rapport aux autres, comment elles sont... elles peuvent être des objections les unes par rapport aux autres, comment on peut trouver des exemples. Voilà un peu les idées de base. Après, il y a des tas de dispositifs possibles et des multiplicités de formes que ça peut prendre. En tout cas, ça doit venir des enfants, des questionnements des enfants eux-mêmes, on le voit bien. On voit aussi que dans les objectifs du cours qui sont établis dans le référentiel, dans ce socle de compétences qui a été défini par ce groupe de travail, on parle de se connaître soi-même, se connaître les autres, vous le disiez. Ça, pour vous, Véronique de Thiers, c'était pas possible dans des cours de religion, de morale, où les enfants étaient séparés, mieux connaître les autres, se connaître soi-même et connaître les autres? Je pense qu'effectivement, c'est un enjeu majeur de notre école et on le voit avec les événements récents. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un endroit où les enfants sont ensemble et ils peuvent prendre ce temps pour se connaître les uns et les autres. Et donc on n'a pas ce temps. Alors maintenant, est-ce que c'était parce qu'ils étaient séparés dans les cours de religion et morale qu'ils n'avaient pas ce temps? Je pense que oui, parce que là, on a vraiment une ambition très forte à travers ce cours, non seulement au niveau philo, mais aussi au niveau de se rencontrer, de parler, d'échanger, de se positionner différemment et de pouvoir... tout ce que monsieur vient d'expliquer, que je trouve fantastique, je ne suis pas philosophe ni même pédagogue, donc je mets beaucoup d'espoir, moi, en tant que parent, dans ce cours et
et vraiment d'avoir autre chose à l'école et de pouvoir effectivement que les enfants se projettent et qu'ils puissent aspirer à faire leur propre choix. Pour finir, c'était aussi une des raisons qui nous questionnait en tant que parents, c'est que nous devions faire un choix pour eux. Et je ne vois pas pourquoi. C'est l'école qui doit les amener, à travers le savoir, à travers l'éducation, à faire leur propre choix. Alors, au niveau du contenu, donc on sait qu'ici, le cours, c'est vraiment en primaire qui va être mis en place à la rentrée 2016. Le secondaire sera un an plus tard, mais les groupes de travail sont déjà en train de réfléchir aussi à ce référentiel pour le secondaire. Marc-Antoine Gavret, est-ce qu'on a quelques idées de ce qui serait abordé en secondaire, ce qui pourrait être un peu différent, est-ce qu'il y aurait des choses en plus par rapport à ce qui est élaboré en primaire? Quelle est vraiment la distinction au niveau du secondaire? Les référentiels ont été conçus de façon différente. Pour ce qui est du référentiel du cycle supérieur, l'idée était de diviser en 3 axes principalement. L'un, les intitulés m'échappent, mais l'un consacré au discours, à l'argumentation, l'autre consacré à l'éthique, à la morale, et puis le troisième plus lié aux questions de politique et de société. Et en fonction de ces 3 axes, on va développer des différents savoirs, différentes compétences. Et selon les niveaux, selon les années, on développera des exercices ou des savoirs différents. Donc c'est une autre approche plus orientée vers les savoirs, vers des objets, et en même temps que des compétences. Mais sur base de quoi on va développer ces compétences. Alors, donc pour le contenu, il semble que y a quand même une certaine unanimité sur le fait que c'est une bonne idée et qu'il y a des choses intéressantes qui seront faites dans ce cours. Au niveau de l'organisation, par contre, on peut quand même pointer quelques problèmes, en tout cas quelques inquiétudes. La première, c'est effectivement ce système de 1 heure plus 1 heure. Donc on le voyait dans la séquence. On a donc 1 heure obligatoire de philosophie citoyenneté, puis 1 heure au choix. Pour vous, en tant que parent, Véronique Dethier, le fait que ce ne soit pas 2 heures, parce que c'est ce que vous demandiez au départ. Vous avez fait le recours pour avoir les 2 heures, en tout cas pour ne plus devoir faire ce choix qu'on vous demandait. Tout à fait. Donc pour nous, il y a une grosse frustration. Hein. On va rester avec ce formulaire, on va rester avec l'idée de devoir identifier, et l'idée, en tout cas pendant 1 heure, où les enfants seront à nouveau séparés en fonction de leurs convictions, ou à nouveau, c'est les parents qui font ce choix pour leurs enfants. Je tiens à préciser que la Convention des droits de l'enfant prévoit la liberté religieuse aussi. Hein. Donc je pense que pour moi, ça reste problématique. Et puis, dans ce cas-là, c'est souvent les parents qui choisissent pour l'enfant. Et puis surtout, je veux dire, quand je vois l'ambition qu'on veut mettre dans ce cours, tout ce qu'on voudrait y mettre, 1 heure, c'est beaucoup trop peu. Je veux dire, l'ambition minimum, ce serait d'avoir ces 2 heures pour tous les enfants. Et puis, pour répondre aux obligations légales, on pourrait très bien proposer les cours de morale religion de manière facultative. Le CEGEC a proposé d'organiser des cours le samedi matin en parascolaire. Très bonne idée. Des cours en parascolaire, voilà, mais très bonne idée. Rebondissons, organisons 2 heures pour tout le monde et organisons les cours en parascolaire. Pourquoi pas? Moi, je suis preneuse en tout cas. C'est vrai qu'au niveau des profs aussi, on peut se dire que 1 heure plus 1 heure, ça laisse peu de temps à l'approfondissement. Et puis c'est vrai que certains auront pris 2 heures, mais en tout cas, l'obligatoire, ce n'est qu'1 heure. Pour vous, ça vous semble compliqué de faire tout ce qui est présent dans le référentiel en 1 seule heure? Ah oui, je pense que c'est vraiment très compliqué. Notamment parce que la philosophie, ce qui la caractérise peut-être par rapport à d'autres disciplines, et en tout cas par rapport à un climat ambiant, c'est que c'est une discipline qui impose de prendre le temps. Un problème, ça prend du temps. Et on ne cherche pas la solution tant qu'on n'a pas compris le problème. Et ça peut prendre des heures. Et comment est-ce que vous emballez ça en 50 minutes, 45 si on compte les périodes d'intercours? C'est très compliqué d'un point de vue organisationnel. Donc, on va se retrouver dans des situations où on va à peine approfondir ou à peine toucher le problème, qu'il faudra déjà le laisser tomber, éventuellement le reprendre la semaine suivante. Mais on peut imaginer qu'on aura perdu une bonne partie du raisonnement qui y a mené. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et puis, d'autre part, comme n'importe quelle discipline, la philosophie et la citoyenneté ont des exigences. Au mieux, en 1 heure, vous faites de l'information. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est de la formation. On veut développer à l'esprit critique. Et en 1 heure, vous ne formez rien. La réflexion, l'esprit critique, c'est un peu court. Exactement. Donc, à ce niveau-là, c'est également
très problématique. Et surtout, alors un autre problème aussi qui est pointé là du coup par les pouvoirs organisateurs, par ceux qui vont devoir organiser concrètement les choses, c'est qu'ils estiment que ça va être un vrai casse-tête de pouvoir trouver des profs, d'arriver à jongler avec les horaires de chacun, avec aussi le risque que la première heure soit donnée par un prof et la deuxième heure ne soit pas donnée par le même prof. Donc là où on risque d'avoir une perte de cohérence, j'imagine que là c'est clairement pas demandé ni par les parents ni par les profs d'ailleurs. Non, ça effectivement. Et effectivement, il risque d'y avoir aussi dans une école ou dans un pouvoir organisateur, on va pouvoir s'organiser et faire un bloc de 2 heures, ce qui sera fantastique pour les enfants, mais dans d'autres pouvoirs organisateurs plus petits, ce ne sera pas possible. Donc de nouveau, il y aura une inégalité de traitement par rapport aux enfants. Donc je pense que c'est vraiment pas une bonne solution. Et je pense qu'à terme, il faut aller vers ces 2 heures. Enfin, pour en tout cas, je veux dire, donner de l'ambition à ce cours et que ce ne soit pas uniquement de l'information et où tout le monde va ressortir frustré. Je veux dire, les enfants, les enseignants et les parents. Alors, on a rencontré le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous parle notamment de cette question des 1 heure plus 1 heure, 2 heures. Je vous propose qu'on l'écoute et vous réagirez juste après. 1 heure de philo et citoyenneté obligatoire, plus 1 heure au choix, c'est le fruit d'un compromis entre les partenaires PS et CDH de la majorité. Le Parti socialiste souhaitait 2 heures obligatoires, à l'image d'Écolo et de Défi dans l'opposition, mais face à la ténacité du CDH, ils n'auront obtenu qu'1 heure. C'est à présent aux parents et aux élèves de faire leur choix. À titre personnel, j'invite à ce que les parents, à ce que les élèves, à ce que les pouvoirs organisateurs fassent la promotion de la 2e heure de philosophie et de citoyenneté. C'est possible, en choisissant effectivement de ne pas aller dans les cours traditionnels de religion, morale, mais la morale a été assimilée par la Cour constitutionnelle à des cours qui avaient un engagement. Mais on va alors dans les cours de citoyenneté, de philosophie, où je pense le travail peut se faire dans le même esprit. Donc j'invite à une 2e heure qui fait l'objet d'un choix en philosophie et citoyenneté. 2 heures qui pourront être données par les professeurs de religion et de morale sans priorité au second. Le collectif des profs de morale le regrette. Mais dans les faits, le ministre-président estime qu'ils seront prioritaires. Moins de la moitié des professeurs de religion non nommés ont en effet le titre requis pour donner le cours de philosophie et citoyenneté. 93% des profs temporaires de morale ont ainsi le titre requis, contre 77% pour les profs de religion catholique, 34% pour la religion protestante, 20% pour la religion islamique, 17% pour la religion orthodoxe et 5% seulement pour la religion juive. Rudy Demotte se réjouit en tout cas de la mise en place d'un cours qui permettra de dépasser les dogmes. Les cours tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, essentiellement les cours de religion, donnent le sentiment d'aller dans des directions où chacun vit les choses de son côté. Et donc, ce cours de philosophie et de citoyenneté, c'est un espace commun de réflexion, où la réflexion critique, libre, ce que moi j'appelle le libre examen des choses, la confrontation des points de vue pour le vivre ensemble, est permise. Reste la question du formulaire à régler. Plutôt que de demander d'abord aux parents s'ils veulent la dispense du cours de religion, morale, on pourrait considérer que les enfants sont inscrits d'office aux 2 heures de philo et citoyenneté, sauf s'ils demandent explicitement 1 heure de religion ou de morale. Une logique inverse de ce qui existe actuellement, qui risque de faire débat au sein du gouvernement PS-CDH. Alors on le voit, Rudy Demotte s'affiche clairement pour le choix des 2 heures, même si on le sait qu'officiellement c'est 1 heure plus 1 heure et c'est aux parents de choisir. Mais donc lui en tout cas s'affiche pour les 2 heures. On finissait sur la question du formulaire. C'est vrai qu'actuellement, en tout cas cette année qui était à la rentrée 2015, vraiment on demandait d'abord si on voulait s'inscrire en religion, en morale, et puis seulement si on voulait en être dispensé. Pour vous, ça pose vraiment un problème cette question du formulaire. On revient à ce que vous critiquiez dès le départ, en fait. Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fasse référence à la logique de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et que, de fait, les cours de morale-religion deviennent facultatifs et qu'on offre les 2 heures de cours aux parents et que si les parents en font la demande, eh bien qu'ils choisissent un des cours dits philosophiques, religion ou morale, mais qu'on inverse vraiment cette logique. Donc qu'on propose les 2 heures et que le choix se fasse sur demande des parents. Oui, ça
évitera aussi de devoir remplir ce fameux document en s'identifiant, donc pour nous qui est quand même problématique et voilà. Et d'autant que ce formulaire, en plus, fait que le cours est un peu retardé, parce que c'est vrai qu'à la rentrée, on donne seulement la formulaire le 1er septembre et les cours commencent du coup un mois plus tard. Voilà, alors là c'est fantastique, donc ce qui apparemment arriverait à la rentrée de septembre, c'est que les cours s'organiseraient comme l'année dernière, hein, donc en fonction des choix qui ont été faits l'année dernière. Les parents feraient leur choix via ce fameux formulaire. Et donc, au 1er octobre, on rebat toutes les cartes. Donc, je trouve aussi qu'en termes de représentation pour les enfants, pendant le mois de septembre, ils auront eu cours avec leurs enseignants de l'année dernière. Puis, le 1er octobre, patatras, ils auront cours avec un des enseignants, peut-être, de l'école qui aura donné un des cours. Enfin, voilà, c'est un melting pot pas possible. Et donc, je trouve que ça n'est vraiment pas clair. Sans compter, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants de première primaire qui n'ont pas eu cours l'année dernière. Donc, je pense qu'en tout cas, il aurait été bien d'anticiper, peut-être de demander dès à présent aux parents le choix afin de pouvoir organiser dès la rentrée scolaire le cours. Au lieu de ça, on va être quand même dans une situation un tout petit peu compliquée qui va poser des problèmes aux parents. Et je ne dis pas que j'adhère à tout, mais effectivement, les parents vont vouloir savoir qui va donner ce cours, parce qu'ils auront peut-être des problèmes de représentation face à un enseignant ou à un autre qui donnera le cours. Oui, un professeur qui éventuellement donnait un cours de religion ou même de morale avant, et voilà, à partir du moment où on ne veut pas être identifié ou on ne voulait pas mettre son enfant en religion, par exemple, on pourrait du coup trouver problématique que ce soit ce professeur-là qui donne le cours. Alors c'est vrai qu'ici au niveau des titres, par exemple dont on parlait dans le reportage, on est ici au niveau des titres pour les professeurs temporaires, ceux qui sont nommés, eux, sont prioritaires. Donc là, on est dans des professeurs qui n'ont pas nécessairement peut-être le profil. Pour vous, Marc-Antoine Gavret, quel serait le profil idéal de ces professeurs pour donner ce cours de philosophie et citoyenneté ? Formation idéale peut-être, la formation idéale plutôt. Je ne veux pas donner l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais je pense que si ça s'intitule philosophie et citoyenneté, c'est qu'on veut donner un regard particulier sur la citoyenneté qui est celui de la philosophie. Et que la formation attendue, c'est celle de philosophes. Bien sûr, les philosophes, on les forme essentiellement à l'université pour le cycle supérieur. Pour ce qui est du fondamental et du cycle inférieur, du secondaire, il faudra mettre en place, sans doute, des formations particulières, mais des formations qui n'existent pas. J'insiste bien là-dessus. Qui devraient être mis en place. Voilà, à ce jour, il n'y a pas de formation à la philosophie des instituteurs et des bacheliers non universitaires. Ça, c'est un vrai problème. Si on veut rencontrer les attentes de ce cours, alors il faudrait bien que tout le monde ait cette formation. On peut trouver des solutions palliatives, mais... Et en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des parents, peut-être, je sais, vous ne demandez peut-être pas nécessairement que ce soit des philosophes qui donnent le cours, mais en tout cas qu'il y ait une formation en sciences humaines vraiment qui ait été suivie. Donc, voilà, en tout cas, qu'il y ait une vraie formation. Je pense que effectivement, on pense qu'il pourrait y avoir des sociologues, des politologues, des juristes même, des gens qui ont fait des formations, je dirais, d'ordre général en sciences humaines, qui pourraient donner ce cours. Ce que nous, on regrette maintenant, ce qui va se passer à la rentrée, c'est que clairement, on attribue le cours, non pas en fonction des compétences à donner le cours, mais bien en fonction des priorités de nomination, etc. On comprend bien le souci par rapport à la perte d'emploi et on n'est pas du tout partisan de mettre qui que ce soit sur la touche, mais néanmoins, il y a une inquiétude parce que si on veut de l'ambition, oui, et qu'on est dans une période transitoire. Pour nous, la période transitoire est en tout cas trop longue. La période transitoire est trop longue, c'est clair. Donc c'est vrai que la période transitoire va jusqu'en 2020. Voilà, mais donc on arrive déjà à la fin de cette émission et donc je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Je rappelle que Véronique Dethier, donc vous travaillez à la FAPEO. FAPEO qui fête d'ailleurs ses 50 ans cette année. On sait qu'il y aura différentes activités qui seront organisées. Je vous invite à aller sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Marc-Antoine Gavret, donc philosophe à l'ULG, aussi président de Philocité, donc cette SBL qui organise des ateliers philo. Et alors une toute dernière chose, c'est qu'on va remercier Philippe de Cressac pour ses dessins et je voudrais juste annoncer que donc, Philippe a publié un ouvrage qui s'appelle Arrière-cours des miracles que vous pouvez trouver sur
Le site internet aussi qui s'affiche en bas de l'écran. Donc voilà, merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.